Bonjour à vous, Stéphane Troussel. Bonjour. Vous êtes donc président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le 93, comme on dit. 2 conseils de défense vont se tenir aujourd'hui pour très vraisemblablement durcir les mesures pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19, puisqu'on le voit, le couvre-feu, simplement, ça ne suffit pas. Est-ce que vous attendez de nouvelles mesures de la part du gouvernement ? Moi, ce que j'attends d'abord de la part du gouvernement, c'est qu'ils disent la vérité aux Français. On ne peut pas être dans la situation où il y a une dizaine de jours, le président de la République dit aux Français que le couvre-feu va permettre de garder le contrôle de la situation. Et puis, 10 jours plus tard, un certain nombre, y compris de médecins ou d'autorités scientifiques, disent qu'on a perdu le contrôle de la situation. Et donc, je crois qu'il faut dire la vérité aux Français. C'est quoi la vérité selon vous ? La vérité, c'est... y compris quand c'est difficile, y compris quand on ne sait pas ou qu'on ne sait pas totalement, il faut dire la vérité. Parce qu'on a besoin dans cette période de confiance. Les Français ont fait preuve de sang-froid, de calme, ils ont fait preuve de discipline. Donc ils peuvent comprendre. C'est la condition de la confiance et de faire en sorte que, eh bien justement, les nouvelles règles, si elles sont nécessaires, elles soient respecter. Et dire et agir. C'est-à-dire que vous, à la place que vous occupez, avec les populations que vous rencontrez tous les jours, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il faut aller vers un retour au confinement partiel, total ? Quelle est votre position ? À l'évidence, compte tenu de la dégradation de la situation, compte tenu du nombre de lits de réanimation qui sont chaque jour plus nombreux à être occupés par des patients Covid, c'est le cas en Seine-Saint-Denis. Quelle est la situation précisément ? Il y a aujourd'hui près de 80% des lits de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. Il faut dire aussi qu'il y a 3 fois moins de lits de réanimation dans mon département qu'il n'y en a dans les départements voisins, alors que la Seine-Saint-Denis est le deuxième département le plus peuplé d'Île-de-France après Paris. Et donc, oui, si des mesures supplémentaires sont nécessaires, il faut les prendre, à la fois pour protéger nos concitoyens et pour protéger les soignants de cette vague qui monte. Et d'ailleurs, c'est aussi la troisième remarque que je veux faire. Entre la première vague et la seconde, quelles ont été les actions ? Comment a-t-on ou pas consolidé les digues ? Est-ce normal que, par exemple, dans mon département, qui a été un des départements les plus touchés de France, quelles sont les actions supplémentaires qui ont été prises pour consolider notre offre sanitaire, notre appareil de santé ? Vous n'avez pas eu de soignants supplémentaires ? Vous n'avez pas eu de nouveaux lits de réanimation ouverts ? Absolument pas. En Seine-Saint-Denis ? Absolument pas. Et donc c'est aussi une des difficultés, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de conclusions, d'enseignements n'ont pas été suffisamment tirées pour affronter cette seconde vague. Ce qui va être demandé et favorisé, c'est le télétravail. Très probablement, le télétravail, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de salariés, les travailleurs de la grande distribution, des transports, de la propreté, qui sont contraints d'aller physiquement sur leur lieu de travail. Est-ce que ça veut dire que ces travailleurs-là sont plus exposés à la maladie, selon vous ? Bien évidemment, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles mon département, la population de mon département a été très touchée pendant cette première vague, parce que les habitants de la Seine-Saint-Denis ils sont nombreux à être les premiers de corvée, parce qu'ils étaient dans les transports le matin, parce qu'ils assuraient ces métiers de caissière, d'aides-soignants, de livreurs, nombreux en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous réclamez pour eux alors, s'ils ne peuvent pas faire de télétravail ? Eh bien, d'abord, j'espère aussi qu'on en tire des conclusions sur, par exemple, leur rémunération. Est-ce qu'on va accepter longtemps que dans notre pays, alors qu'ils sont en première ligne, eh bien, dans une entreprise, le plus grand dirigé est payé 300 fois plus que la caissière ? Voilà aussi les questions qu'il faut se poser au lendemain de cette crise. Est-ce qu'on doit revoir la hiérarchie, par exemple, des salaires dans notre pays ? Vous parlez de salaire, vous parlez de rémunération. Il y a effectivement la crise sanitaire et la crise économique et sociale née de cette première crise sanitaire, avec notamment dans votre département, une explosion des demandeurs de RSA, de la pauvreté. Vous avez eu des mots très durs dans une tribune publiée aujourd'hui par le journal La Croix à propos du nouveau plan pauvreté présenté par le gouvernement. Vous parlez de mépris de classe, alors que le gouvernement propose en fait des augmentations, 150 € pour le RSA, plus 100 € par enfant à charge. Vous trouvez que c'est insuffisant ? Oui, mais on ne peut pas se contenter d'aides ponctuelles. La réalité, c'est que la misère, elle est en train d'avancer et que le gouvernement, lui, piétine en permanence sur cette question. Il est au coup par coup. Il agit à la fois tardivement et insuffisamment. Et donc il faut, oui, moi je crois qu'il faut prendre la mesure de la situation. Les demandes d'allocation du RSA sont en train d'augmenter. Le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail sans perspective ne cesse d'exploser. 800 000 jeunes dans notre pays qui sont sans formation ni emploi.
élargir le RSA aux moins de 25 ans, c'est 5 milliards d'euros. C'est exactement à peu près le coût de la suppression de l'impôt sur la fortune le RSA, et la flat tax. Vous savez ce qu'on vous oppose, c'est un frein à l'incitation au retour à l'emploi. Vous n'entendez pas cet argument? Non, je n'entends pas cet argument, parce que quand il n'y a pas d'emploi, comme aujourd'hui, le nombre de jeunes qui va arriver sur le marché du travail et qui n'a pas de perspective professionnelle, eh bien c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et donc cet argument de désincitation au travail, alors que quand le RSA a été créé, il représentait 50% du SMIC. Quand aujourd'hui, c'est 39% du SMIC. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit la réalité de la pauvreté dans notre pays? Donc il faut en prendre la mesure, surtout à un moment où justement les perspectives économiques, elles sont difficiles. Puis vous savez, quand on aide les plus pauvres, quand on soutient le pouvoir d'achat des plus pauvres, des demandeurs d'emploi de longue durée, des allocataires du RSA, des jeunes sans emploi, ils ne vont pas épargner, ils vont consommer. Et donc ils vont continuer à chercher un emploi, c'est la question qui est posée dans ces circonstances. Plutôt que de lutter pour leur survie, ils seront d'autant plus aidés et accompagnés pour leur insertion et leur réinsertion professionnelle. Autre sujet, Stéphane Troussel, comment votre département, la Seine-Saint-Denis, vit les suites de l'assassinat de Samuel Paty, une mosquée emblématique de votre département, celle de Pantin. Le préfet de Seine-Saint-Denis a demandé sa fermeture par décision administrative. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un malaise au sein de la communauté musulmane, attisé d'ailleurs par la situation internationale et les attaques répétées du président turc Erdogan qui prétend que les musulmans sont maltraités en France? Vous savez, nos concitoyens de confession musulmane, en Seine-Saint-Denis comme dans l'ensemble du pays, n'aspirent qu'à une chose, très majoritairement, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est de pouvoir pratiquer sereinement leur confession et leur religion. Et donc, je crois que ça doit être ça aussi le message. Ce qu'on attend des responsables publics, plutôt que le déferlement de haine, de polémiques, de coups de menton, c'est de hausser le niveau, c'est d'assumer ses responsabilités. Une fermeté par rapport aux dérives radicales? Bien évidemment, il faut de la fermeté, il faut de l'intransigeance. Il faut que l'État soit à la fois fort et ferme, mais face aux manquements, face aux fautes quand il y en a, et donc il faut prendre des sanctions quand il y en a besoin, mais il faut que aussi notre État soit fort, soit ferme quand il s'agit de s'attaquer au terreau fertile par rapport à ces dérives. Et le terreau fertile, eh bien, c'est la stigmatisation, c'est le racisme, c'est la misère, c'est la discrimination. C'est le problème le plus important aujourd'hui, vous pensez, la stigmatisation? Il faut les deux, bien évidemment. Il faut à la fois s'attaquer, encore une fois, aux dérives fanatiques, aux dérives radicales, quand il y en a, mais il faut aussi s'attaquer à ce terreau de la misère et des discriminations et du racisme. Ce que Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, appelle l'islamo-gauchisme, est-ce que ça existe? Est-ce que ce sont des pratiques qui existent dans certaines communes, de Seine-Saint-Denis notamment, à gauche, mais pas seulement, avec des élus qui sont accommodants sur certaines pratiques radicales, qui ferment les yeux pour avoir les faveurs des électeurs de confession musulmane? Est-ce que c'est une réalité? Moi, je n'attends pas du ministre de l'Éducation nationale qu'il se livre à ce type d'anathème. Quelle est la réalité? De quoi on parle? Moi, je veux pouvoir dénoncer ce fanatisme et ce terroriste islamiste et ne pas être qualifié d'islamophobe. Mais je veux pouvoir aussi dénoncer le terreau fertile qui est la misère, le racisme et les discriminations sans être taxé d'islamo-gauchisme. Et tout le monde doit balayer devant sa porte parce que compris les personnalités de la France insoumise qui ont été mises en cause? Tout le monde doit balayer devant sa porte. Moi, je sais ce qui s'est passé dans mon département à l'occasion de certaines consultations électorales. Par exemple, en 2014, quand il y avait des campagnes qui étaient menées contre les ABC de l'égalité, où avec des petits livres sous le bras, un certain nombre de candidats, y compris de formation de droite dite républicaine. Donc, aucune leçon à donner par personne. Encore une fois, moi je veux pouvoir dénoncer ce terroriste islamiste sans être qualifié d'islamophobe, mais je veux aussi m'attaquer et dénoncer le terreau fertile de la misère, des discriminations et du racisme sans être qualifié d'islamo-gauchiste. Eh bien, on vous a entendu ce matin.